Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain, Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs rois, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et notre site internet méropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 34. Apostat oui, mais superstar. L'histoire du prince Julien n'est pas banale. Celui qu'on surnommera un jour l'apostat était pourtant destiné à une vie de prince chrétien obscur et tranquille, quelque part dans un palais d'Orient. Parce que, né en 331, le dernier neveu de Constantin le Grand était probablement le 15e ou plus dans l'ordre de succession impériale, loin derrière ses cousins, son père, ses oncles et ses propres grands frères. Mais la mort violente de la totalité d'entre eux, presque tous exécutés d'ailleurs de la main de Constance II durant son enfance et son adolescence, a fait de l'otage doré le seul et unique successeur du bourreau de la famille. Une enfance compliquée donc, car surprotégée d'un certain côté, mais aussi hyper stressante de l'autre, ce qui explique sans doute son caractère si particulier. Sa nervosité, son élocution un peu foireuse, son goût très marqué pour les livres, et peut-être son rejet futur du christianisme, avec des exemples aussi édifiants que celui de son oncle. Mais bon, aussi improbable que ça pouvait l'être sur le papyrus, Julien va quand même se retrouver catapulté soudainement au sommet de l'Empire. Retournons maintenant à Milan, en 355, pour découvrir l'étrange destin de Monsieur Julien. Constance II se retrouve un peu coincé en 355. Lui qui n'a pas de fils pour lui succéder et qui a déjà fait exécuter son César Gallus, le dernier frère vivant de Julien, il ne veut probablement pas nommer non plus le moindre général à la tête d'une armée en Gaule, de peur qu'une nouvelle rébellion ne lui pète entre les doigts. Novembre 355, après des mois de tergiversation, Constance fait donc rappeler à contre-cœur son petit cousin Julien. Ramené à Milan en 354, puis reparti philosopher ces derniers temps à Athènes. Et dans un grand acte de majesté, il le nomme César et successeur officiel. Et lui fait même épouser au passage son dernier parent, une certaine Hélène, la dernière petite sœur qui lui reste encore en vie. Et pour couronner le tout, notre jeune philosophe, sorti de sa retraite dorée après des années d'exil loin de la cour, se voit tout à coup bombardé lors d'une grande cérémonie d'investiture, général en chef des armées du Rhin. Alors, personne n'est dupe de cette histoire, à commencer par Julien lui-même, qui se décrira plus tard comme un soldat ridicule et désespéré par cette promotion inattendue. Tout le monde sait que le nouveau César n'est là que pour le décor, à commencer par Julien. Il ne connaît rien à l'armée, il n'a aucune autorité, aucun réseau, aucun ami à l'Ouest. Et il sait parfaitement le rôle que son cousin a joué dans l'élimination de sa famille. Pour le coup, il n'y a pas trop d'illusions à avoir. Sa survie ne dépend que de son utilité politique immédiate pour Constance II, et si cette utilité devait disparaître, son sort sera vite réglé. Comble de l'humiliation, on le flanque d'un général en second nommé Marcellus pour soi-disant l'assister dans sa tâche de reprendre le contrôle de la frontière du Rhin. Mais en fait, tout le monde sait qu'il a été nommé pour commander réellement et au passage le surveiller. Le plan de Constance, c'est bien de mettre en avant un homme de paille avec son petit cousin, un César en carton avec un nom qui claque pour calmer les ambitions de tous les généraux un peu trop imaginatifs, et sûrement pas de lui donner de véritable pouvoir. Et voilà, Julien flanqué de Marcellus et de sa petite troupe en route pour la Gaule pour tuer du Germain, ou en tout cas pour prêter son nom et son autorité factice à de vrais soldats qui feront le boulot pour la campagne de 356. Sauf que
Julien va déjouer tous les pronostics. Façon scénario à l'américaine, du gars improbable et sans aucune expérience, qui tout d'un coup, à force de détermination, va tromper tout le monde et devenir un guerrier exceptionnel. Parce que, toujours selon Ammien Marcellin, il rêvait secrètement d'en découdre avec les barbares et d'en exterminer un maximum. Et cela depuis toujours. Mais on ne lui avait jamais donné sa chance. Et du coup, maintenant, il se rattrape. Une façon comme une autre d'évacuer son stress, vous me direz. Oui, je sais. C'est beau comme un action movie d'Hollywood. Ou plutôt comme un péplum de Cinecittà. Mais bon, cinéma ou pas, il semblerait qu'effectivement, et contre toute attente, Julien se soit révélé hyper compétent en matière militaire. Et de devenir, en l'espace de quelques années, un excellent général romain. Peux-tu nous en dire plus sur le sujet, Xavier? Alors il y a un détail qu'il ne faut pas oublier à propos de Julien. C'est que du fait de son enfance difficile, notre homme est devenu un homme éminemment cultivé. Une grosse tête, doublée d'un gros bosseur même. Un homme jamais rassasié d'apprendre dans les livres, comme de la bouche de ses professeurs. Et Julien, le philosophe, va finalement accepter son sort décidé par son cousin et utiliser son seul véritable atout dans sa situation impossible, c'est-à-dire sa capacité d'apprentissage. Julien va potasser tous les livres de stratégie existants, solliciter les militaires d'expérience de sa troupe, s'entraîner aux armes et accepter la dure vie de soldat durant tout l'hiver 55-56. Il va se mettre à la guerre comme il s'est mis à la philosophie, comme un élève studieux. Il va même, et c'est un comble pour un César, apprendre le latin pour communiquer avec les troupes, vu que c'est la langue de l'armée, mais que lui ne connaît que le grec. Un apprentissage express bienvenu, vu que la Gaule du Nord est soi-disant à feu et à sang en ce début 356 et nécessite une reprise en main vigoureuse. L'autorité de la province s'est effondrée et les villes principales sont assiégées par les barbares, des Francs libres ayant trouvé le pays grand ouvert et allant même jusqu'à s'emparer de la forteresse de Cologne. Eh oui, la place forte historique du Rhin, qui a servi de base principale des légions contre la Germanie depuis 2 siècles, est tombée entre leurs mains. C'est Sylvain qui doit se retourner dans sa tombe. L'été 356 venu, l'étudiant Julien décide de passer à la pratique. En apprenant que les Francs ont poussé leurs incursions jusqu'à aller assiéger la grande ville d'Autun, en Saône-et-Loire, il quitte Vienne, dans le Dauphiné moderne, et fonce dégager cette ville en quelques semaines avec les troupes qu'on lui a confiées. Et il déclenche une campagne éclair à travers la Bourgogne moderne, en laissant en plan Marcellus et le gros de l'infanterie, emmenant seulement avec lui une petite troupe de combattants lourds à cheval, les fameux cataphractaires. Il fonce à travers le Morvan en reprenant au détail près la campagne de Sylvain de 355 et met en fuite tous les Francs qu'il rencontre. En quelques semaines, il libère Troyes et Auxerre en faisant déguerpir les bandes de pillards. Sa petite troupe lourdement armée percute les bandes de Francs les unes après les autres. Il lâche prise apparemment instantanément devant le groupe de Julien, ou préfère même se rendre sous le coup de la terreur. Une traversée éclair du pays qui le conduit jusqu'à Reims avec ses hommes, autre ville stratégique de la Gaule du Nord. Reims où il retrouve à l'été 356 Marcellus avec le gros des troupes, et Ursicin, le tombeur de Sylvain, qui fait son grand retour dans notre histoire. Waouh, Julien, superstar. Le débutant qui, ni une ni deux, traverse la moitié de la Gaule occupée et culbute tous les Francs sur son passage. Tous ceux qui infestent le pays en bande armée, au moins. Trop fort, le gars. Limite, au prochain épisode, on va nous dire qu'il marche sur l'eau. Enfin non, remarque, vu qu'il va être apostat. Mais est-ce vraiment sérieux? Je veux dire, ok, on doit reconnaître que pour un novice, il s'est pas dégonflé et a pris le risque de remplir sa mission et de confronter les ennemis billes en tête. D'accord. Mais a-t-il vraiment sauvé un pays à feu à sang en 356? C'est vraiment ça la campagne de Julien? Ou Ammien Marcellin qui nous raconte l'histoire venait en fait de Tarascon? On peut quand même s'interroger un minimum si on n'a pas un peu d'exagération derrière tout ça. D'abord, les opérations qui conduisent Julien et Marcellus du sud de la Gaule vers Autun, puis jusqu'à Reims, n'ont quand même rien de fou quand on essaie de lire entre les lignes. Fondamentalement, ce que les auteurs décrivent comme une province à feu et à sang
doit se traduire par l'autorité romaine sur la région et mise à mal par des bandes anarchiques et des migrants qui s'installent un peu sauvagement dans les campagnes, comme on vous l'a déjà raconté des dizaines de fois dans ce podcast, quand le pouvoir central romain est distrait. On parle d'une région en proie à du désordre, d'accord, avec des zones rurales plus vraiment sous contrôle. Mais on ne parle pas de la maîtrise du pays par un pouvoir franc centralisé non plus, pilotant une région autonome de Francie. Les villes, que ce soit Autun, Troyes ou Reims, ne sont pas tombées. Les campagnes ne se sont pas toutes vidées de la population non plus depuis les opérations de Sylvain en 355. Julien dégage des cités isolées entre elles et parfois encerclées par des bandits francs de grands chemins juste par le retour en force de cavaliers lourds romains qui fait fuir ses rôdeurs. Et pas vraiment plus. Et puis, pour la deuxième partie de la campagne à l'été 356, l'armée de Julien, qui n'était peut-être pas formidable numériquement, va se retrouver reboostée de manière significative quand même. Non seulement grâce aux villes qu'il a libérées et des soldats qu'il a dû regrouper ici et là au travers de sa marche, mais aussi parce qu'à Reims, c'est apparemment l'armée de Sylvain qui avait soi-disant réglé le problème 6 mois plus tôt qu'il retrouve sous les ordres de Ursicin. Alors, pourquoi Ursicin s'est-il replié à Reims précisément? Personne ne le sait. D'ailleurs, on ne peut que supposer qu'il a avec lui l'ex-armée de Sylvain, qui n'a certainement pas disparu en 355. Mais tout ceci n'est qu'une hypothèse. Alors peut-être que, suite à la rébellion du général d'Empire franc, Ursicin a voulu quitter un territoire à une ville trop instable et se replier au cœur de l'Empire. C'est une possibilité. Ou peut-être a-t-il d'ailleurs reçu des ordres de regrouper des troupes loin du foyer initial de rébellion et d'attendre l'arrivée du représentant officiel de Constance. Ceci est une autre possibilité. On ne peut être sûr de rien, vu nos sources. Mais quoi qu'il en soit, l'exécuteur de Sylvain fait son grand retour en 356. Alors même si Amiens passe ce détail sous silence, il semble bien qu'Ursicin se met lui et la belle armée de Sylvain à disposition de Julien en 356. Une omission dans le texte qui ne fait que donner le beau rôle au super-héros Julien, sauveur de la patrie en mode solo par ailleurs. Et une fois le regroupement des troupes fait à Reims, de quelques milliers de soldats romains donc, le reste de la campagne va se dérouler sans accroc majeur. Entouré de Ursicin et de Marcellus, qui ne s'aiment pas mais qui sont des militaires expérimentés quand même, disposant de troupes d'expérience avec les troupes du Rhin, combinées à celles qu'il a amenées d'Italie, Julien va reprendre sa marche militaire et libérer une par une toutes les villes sur la moyenne vallée du Rhin, de Strasbourg à Cologne. Sans trop de difficultés là encore apparemment. Amiens nous décrit bien le harcèlement de son arrière-garde un jour de brouillard par des bandes de Francs, près de Dieuze, en Lorraine. Mais comme toujours, Julien réagit promptement et élimine la menace facilement. On apprend aussi une attaque frontale d'une bande franque à Brumath, en Alsace, mais une attaque qui fait pchit. Une troupe qui tente un coup de force contre les Romains, mais lâche littéralement dès le premier choc et s'enfuit sans demander son reste. Alors oui, d'un certain côté, si on est sincère, on a bien trace de 2 combats dans toute cette marche entre Reims et Cologne. Mais inversement, pas une seule bataille rangée, pas un siège, même pas un tir de scorpion ou de catapulte, vu qu'apparemment, toutes les villes sont juste dégagées d'un encerclement par les barbares, par l'arrivée de Julien et de son armée. Ok, c'est donc une affaire rondement menée, tout ça. Et qui se termine en beauté avec la prise sans un combat de Cologne, qui repasse côté romain, comme ça, l'air de rien. Certainement à cause du musée du chocolat. Alors oui, d'un certain côté, on a effectivement une blitzkrieg de Julien qui dégage quand même toute la Bourgogne, la Champagne, l'Alsace et finalement la rive gauche du Rhin, jusqu'à Cologne en quelques mois. Mais de l'autre côté, Amiens-Marcellin nous parle de 1000 dangers et d'attaques de pierres à tout va, et du coup, on ne sait pas trop quoi penser, même si on a du mal à détecter vraiment la difficulté de cette campagne, où tout le pays rebascule très vite dans les mains de Julien sans trop de bagarres. Donc pour ma part, j'ai choisi mon camp. Ce chroniqueur, son vrai nom, c'est Tartarin de Marcellin. Disons que cette campagne sert surtout de rodage apparemment pour Julien, de baptême du feu avant sa véritable épopée. 356 est l'année où il se fait la main et apprend son métier avec un adversaire apparemment pas trop compliqué. Un très bon terrain d'entraînement pour un gars qui n'a jamais combattu de sa vie. Parce que
quand les auteurs nous parlent du pays tenu par les Francs libres, il faut vraiment se mettre en tête qu'il y a surtout des colons germains installés plus ou moins légalement en Gaule et des bandes de pillards qui rôdent dans les campagnes. Mais pas de grande armée de Francs qui aurait pris le contrôle du pays et dirigerait la Gaule du Nord de sa capitale à Cologne. C'est la menace de bandes de désespérados en roue libre dans la région que Julien combat, et pas plus. En fait, les affaires vraiment sérieuses vont commencer pour Julien à l'hiver. Car suite à sa grande campagne de reprise en main du nord-est de la Gaule, Julien fait l'erreur de se cantonner avec seulement quelques troupes dans la ville de Sens durant l'hiver, en décembre 356. Enfin, l'erreur, c'est discutable. C'est une technique classique pour Rome que de disperser une armée en campagne dans différentes places fortes stratégiques en attendant le retour de la bonne saison, histoire de tenir un pays ennemi comme d'alléger la difficulté matérielle de ravitailler tout ce monde-là. Le problème de Julien, c'est de ne pas avoir prévu assez de troupes pour assurer sa propre sécurité immédiate et surtout de ne pas s'être assuré que les autres garnisons sont toujours prêtes à venir l'aider en cas de coup dur, notamment l'affreux Marcellus, toujours dans les parages officiellement pour le seconder, mais apparemment pas si décidé que ça à venir l'aider concrètement. Et durant cet hiver, une bande de Germains va encercler et mettre le siège à la ville de Sens en Bourgogne. Accablé par le nombre, Julien se barricade derrière les murailles et met sa troupe en position défensive pour tenir contre les ennemis. Et il va tenir un bon mois sous le siège, sans craquer, en organisant les défenses et en réparant les murailles pour repousser les assaillants, jusqu'à ce que les Germains finissent par se décourager et s'enfuient. Julien, qui l'a échappé belle apparemment, va retenir les leçons de cette expérience comme le bon élève qu'il est, notamment en faisant dégager Marcellus, le sbire que Constance lui avait mis dans les pattes et qui n'a même pas songé à venir faire un geste pour l'aider durant le siège. Et aussi en utilisant cette occasion pour commencer sa véritable grosse campagne de 357 contre les Alamans et l'immense coalition qu'ils ont formée contre Rome. Coalition qu'apparemment ils blâment pour le siège de Sens, si on comprend bien le texte qui nous est donné. Cet épisode du siège de Sens est vraiment opportun, unique même. Il se débarrasse ainsi de son encombrant numéro 2 et il met à jour la menace alémanique, probablement montée en épingle et désignée comme principale instigatrice des troubles en Gaule tout à coup. Ben voyons. Est-ce que les Alamans ont vraiment monté une coalition contre Rome? Peut-être. Ou peut-être veulent-ils juste se rembourser des belles promesses que leur avait fait Constance II 3 ans plus tôt, quand il leur avait promis monts et merveilles s'ils se rebellaient et attaquaient Magnence. Tout cela n'est vraiment pas très clair. Mais comme il faut toujours faire passer Rome pour la victime, Amien de Tarascon nous sert des, et j'ouvre les guillemets, menaçantes démonstrations des Alamans, pour justifier ce qui va suivre, alors que jusque-là, on pensait que Julien s'en prenait à des Francs. En tout état de cause, printemps 357, Julien passe à l'attaque et va mener une brillante campagne sur la haute vallée du Rhin cette fois. L'idée de départ est de prendre en tenaille cette nouvelle coalition de dizaines de milliers d'Alamans qui vient de se former sur la frontière du Rhin, entre les 15 000 hommes que Julien a amenés du nord et une armée de renfort de 25 000 hommes venant du sud et passant par la Suisse moderne. Une coordination à la romaine qui doit pouvoir écraser cette large armée alémanique qui refuse de rester sur la rive droite du Rhin. On parle de 35 000 Alamans au total, commandés par 9 rois, qui ont tous décidé de se tailler un bout d'empire romain grâce à leur immense armée d'une force comparable aux légions romaines lancées contre eux. Mais rien va ne se passer comme prévu. D'abord, le mouvement en tenaille ne va que partiellement fonctionner en cernant les Alamans autour de Lyon, mais pas au point de les détruire. Les Alamans qui vont échapper au piège et se replier sur l'Alsace après leur percée, que ce soit par incapacité ou par traîtrise selon Amien Marcellin, car le collègue de Julien les laisse filer, abandonne la campagne et se replie vers le sud en laissant la dizaine de milliers d'hommes de l'armée du Rhin en plan. Mais la surprise ne s'arrête pas là, car malgré un rapport numérique très défavorable, Julien décide de ne pas plier devant la coalition gigantesque qui veulent toujours forcer le passage vers la Gaule en passant par l'Alsace moderne. Mieux vaut en finir une bonne fois pour toutes, se dit-il, plutôt que d'espérer une occasion plus favorable ou une autre hypothétique armée de renfort de Constance.
Julien aligne donc ses 12 ou 13 000 hommes dans une bataille gigantesque face à l'armée de 35 000 Alamans dans les environs de Strasbourg à l'été 357. Une bataille qui, elle, nous est décrite en détail par Ammien Marcellin et qu'il va emporter de haute lutte. Car les Romains vont faire à Strasbourg ce qu'ils savent faire le mieux. Ils tiennent le choc initial face à des masses germaniques lancées à l'assaut grâce à leur organisation et leur discipline sans faille et contre-attaquent au bon moment par des charges de cavalerie lourdes et l'encerclement de la ligne ennemie. Une ligne ennemie qui finit évidemment par rompre et par se débander, marquant le signal du grand massacre de l'armée alémanique. Dans sa description sans complaisance de la bataille, Ammien précise en parlant des Romains que ni les yeux ne se rassasiaient de voir couler le sang, ni les bras de frapper, et que nul ne reçut de quartier. 6 000 Alamans sont achevés sur le champ de bataille. Une bonne partie se noie en essayant de s'enfuir par le Rhin, et cerise sur le gâteau, Julien capture leur principal roi. Pour Julien, 357, c'est l'Annus Mirabilis, une grande année. Il se débarrasse tout d'abord de Marcellus, puis il prend le contrôle de toutes les forces de la Gaule, et il s'impose militairement en débarrassant le pays de la menace terrible de l'armée des Alamans. Une fantastique série qui inaugure grandement le reste de son rôle en Gaule. Mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonne dans tout ça. Ce qui cloche, c'est qu'entre la reprise facile de Cologne en 356 contre les Francs et la bataille épique de Strasbourg de 357 contre les Alamans, il n'y a qu'une seule année qui s'est écoulée. Mais les campagnes sont diamétralement opposées en termes d'enjeux, de protagonistes et de récits. Il y a quelque chose de frappant à la lecture de la bataille gigantesque de Strasbourg en 357. D'un côté, les Alamans, mais comme les Goths d'ailleurs précédemment, se font remarquer par des batailles rangées géantes contre Rome, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent d'ailleurs. 357, c'est Strasbourg et ses 9 rois capturés. Mais cette bataille fait suite à d'autres grandes batailles rangées du IIIe et du IVe siècle, menées par Galien à Milan, ou par Claude le Gothique à Naissus, ou encore Abritus avec Trajan le Dèce, si vous vous rappelez. Des batailles de milliers de soldats que nous n'avons abordées que brièvement, voire même pas du tout, où Rome doit faire face à des armées entières de Goths, de Sarmates ou d'Alamans et lutter pour sa survie. Des armées commandées par des rois mythiques d'ailleurs, avec Niva pour les Goths ou Crocus pour les Alamans, qui s'opposent à des généraux ou des empereurs valeureux. Mais repensez une minute aux Francs. Que ce soit ceux du IIIe, comme ceux du milieu du IVe siècle, chassés par Julien. Quelle bataille rangée nous est racontée par les historiens? Aucune. Quel grand roi, dirigeant une nation combattante ou une grande coalition, menace Rome avec une invasion? Aucun. Au total, un seul nom de roi cité brièvement en 100 ans d'existence parmi les Francs libres. Génobo, que nous avons mentionné durant l'épisode 22, qui se met au service de Constance Chlore. Et 2 seigneurs de guerre, avec Ascaric et Mérogaise. Et puis, plus rien en fait. Alors, l'absence de nom de grands chefs de guerre francs dans les textes ne signifie pas qu'il n'y en a pas eu du tout. Ce sont peut-être seulement les sources qui font défaut. Et puis, on ne peut pas nier non plus que les Francs sont considérés comme des combattants germains de grande qualité. La fréquence de leurs incursions, les destructions qu'ils opèrent durant ces décennies, prouvent qu'ils représentent une force militaire réelle. Et idem leur intégration à succès dans l'armée romaine. Mais d'un autre côté, difficile de ne pas voir que leur ligue n'arrive jamais à monter une menace de la taille de celle des autres grands peuples aux prises avec les Romains. Jamais d'invasion franque de grande échelle, jamais de bataille rangée rapportée entre les légions romaines et une armée franque, pas une seule bataille épique dont se vanterait sans hésiter le moindre César de toutes ces décennies. Non, juste des opérations de nettoyage de bandes en Gaule ou de pacification en Germanie dont les Francs sont les victimes, et rien d'autre. J'aime bien ton concept de bande organisée. Je suis sûr que quelqu'un le reprendra plus tard. Mais la vérité, c'est que pour les historiens antiques comme modernes, les Francs, et là, attention à la grande déception, les Francs sont probablement une ligue barbare mineure. Eh oui, des petzouilles, à défaut d'être des petchneg, une tribu de seconde zone, quoi. Une tribu de bons joueurs, mais sans collectif bien rodé pour faire la différence, si on fait dans la métaphore sportive. C'est peut-être pour des raisons démographiques, ou simplement par absence de maturité politique, ou de diversité trop importante,
difficile d'être sûr. Mais la Ligue franque n'a jamais atteint le degré d'unité et de cohésion des ligues des Germains du Sud du IIIe et du début du IVe siècle. Les Francs, ce sont des barbares braves, mais un peu bordéliques, pas fichus d'organiser une véritable armée pour venir défier Rome. Oui, à bien y réfléchir, c'est nos ancêtres. En gros, c'est peut-être triste à dire, mais apparemment, à Rome, l'équipe des Francs ne fait pas peur à grand monde dans la Ligue des champions barbares. Comme aujourd'hui, quoi. Sans le pognon de dingue des Parthes et autres tribus bédouines, on vaut pas tripette. Fallait se le dire. Les Francs du IVe siècle sont vus comme des combattants individuels talentueux, des groupes tactiquement efficaces, mais c'est un peuple qui ne pèse pas beaucoup stratégiquement dans la grande lutte entre Rome et ses voisins, à l'image des autres ligues barbares. Contrairement à l'image d'Épinal des hordes s'emparant du pays par la conquête, ce n'est sûrement pas le modèle réel du IVe siècle pour les Francs. Nos barbares s'imposent plus par les désordres constants causés par les bandes et qui favorisent sans doute des migrations progressives et silencieuses sur les terres romaines que par la moindre victoire triomphale de leur armée. Tant pis pour le mythe du glorieux peuple franc, qu'on imaginerait facilement capable de grands exploits militaires. Alors que si on regarde objectivement, on n'a aucune trace de soi-disant triomphe majeur de ce peuple dans les 2 siècles de leur présence. Leur rôle militaire semble toujours se nicher dans les périodes faibles pour Rome, trop occupée par les guerres civiles ou des attaques d'envergure comme celles des Goths ou des Perses, quand l'Empire a mieux à faire que de s'occuper de ses pillards et de ses migrants sur sa frontière nord. Mais tant mieux pour les Francs d'Empire, les Sylvains, les Lagnogèses, les Magnances et les autres. Plus d'un historien moderne est convaincu que, même si on n'en a pas la preuve, le succès des Francs d'Empire dans l'armée romaine en tant qu'officier supérieur vient aussi de là en fait. Ce sont des hommes issus d'une nation réputée guerrière, d'accord, mais pas vraiment menaçante en tant que peuple, ce qui rend probablement plus facile leur intégration et leur acceptation dans l'armée romaine. Qui peut craindre quoi que ce soit d'hommes venus d'une nation qui, dans la conscience des Romains, n'est en réalité qu'une nation de perdants? Et tant mieux pour Julien, qui a fait son apprentissage militaire sur le dos de ses bandes au potentiel limité, passant de zéro à héros, comme disaient les anglo-saxons. Une bonne manière, donc, pour notre jeune homme nerveux et ignorant, d'apprendre le métier des armes sans prendre trop de risques, avant de s'attaquer aux gros morceaux des Alamans à partir de 357. C'est son cousin Constance qui doit être content. Son improbable petit-neveu se révèle une superstar du point de vue militaire 18 mois après sa nomination surprise à Milan en novembre 355 comme homme de paille pour la Gaule du Nord. Et je ne doute pas un instant que Constance se réjouisse de cet étonnant succès. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal tourner entre eux maintenant que le jeune César philosophe a montré de quoi il était capable avec une armée en main? Vous ne pensez pas? Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr, @gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.